Bonjour et bienvenue sur la mécanique universelle. Alors aujourd'hui, nous sommes toujours le samedi 24 septembre 2022 et je continue mes digressions à partir de cet ouvrage, l'Utopie. Voilà. C'est des recueils de textes et voilà. Et donc, c'est toujours en lien avec la mécanique universelle.net, le site sur lequel je développe l'idée d'une évolution positive de l'humanité. Voilà. Et je vous renvoie à cette lecture. Alors, je découvre la lecture, je découvre le texte en même temps que je le lis et je digresse à partir de là. Donc, la vidéo précédente présentait le texte de Zola, Le Travail, écrit, je pense, en 1901. Et donc là, je vais commencer à lire le texte lui-même. Voilà. Donc ça a commencé là, l'Éden reconquis. Zola, là, c'est un petit peu l'entrée en matière sur le texte. Et puis là, ça commence, le texte commence ici. Voilà. Et donc, je commence ma lecture et mes digressions à partir de là. Aussi, partie de l'expérience de Fourier, la cité nouvelle devait-elle, à chaque étape, se transformer, avancer vers plus de liberté et plus d'équité, faire en chemin la conquête des socialistes, des sectes ennemies, les collectivistes, les anarchistes eux-mêmes, pour finir par les grouper tous en un peuple fraternel, réconcilié dans le commun idéal, dans le royaume du ciel mis enfin sur terre. Alors donc là, il y a vraiment une vision quasi religieuse de Zola, et je pense qu'il était bien comble du christianisme à l'époque, et en même temps des idées de Fourier, et donc du socialisme, de l'anarchisme, voilà. Et alors ce que cela me suggère, c'est qu'en fait, donc évidemment, ça ne s'est pas présenté, le fait de pouvoir se fédérer dans les mouvements, voilà, ces mouvements un petit peu collectivistes, socialistes, déclinant justement de ces utopies. Ils n'ont jamais pu véritablement bien se fédérer pour pratiquer une bonne politique quand ils ont eu le pouvoir, c'est-à-dire plus tard, résister aux pressions de leurs oppositions, etc. Et j'ai essayé d'analyser ça sur la mécanique universelle en expliquant qu'en fait, ces mouvements de la gauche, on va dire, pour schématiser, les mouvements de gauche ont du mal à se fédérer parce que ils ont un fonctionnement plutôt démocratique et individuel pour arriver à former un groupe un peu cohérent, voilà, qui serait cohérent et qui aurait une solidité suffisante. Par rapport au mouvement d'extrême droite, par exemple, qui est même de la droite, finalement, qui se fédère sur un système beaucoup plus simple, beaucoup plus primaire, un système qu'on pourrait dire le naturel. C'est-à-dire qu'il y a une compétition entre les challengers. Un s'impose par la ruse, par la violence, par la force. Il arrive à flinguer, entre guillemets, tous les autres challengers, et tout le monde se rallie au plus
au plus fort, quoi, derrière le plus fort, et tout le monde se tait, tout le monde arrive et fait corps derrière le dominant. C'est un système clanique, c'est un système, voilà, les systèmes voyous fonctionnent comme ça. Les systèmes mafieux fonctionnent comme ça. Un chef s'impose, il fait régner l'ordre, souvent par la terreur. Là, c'est pas le cas. Mais enfin, voilà, dans le système politique, la droite a beaucoup plus de facilité à se rassembler et à avancer comme un seul homme, donc dans un système, alors que la gauche, elle, ça pinaille, ça discute, ça se bagarre entre les factions, ça se déteste, ça se supporte pas, etc. Et en fait, ce qui m'a suggéré ça, c'était devant le fait que, par exemple, dans les années 30, 20, 30, 1930, 1920, en Allemagne, les mouvements de gauche étaient ultra nombreux, ils étaient ultra majoritaires par rapport aux mouvements d'extrême droite. Et en définitive, ils n'ont pas pu s'imposer devant une poignée de nazis, tout simplement, hein, on va les appeler comme ça, qui, par contre, fonctionnaient de façon comme ça, en meute, dans un système de loups, quoi, hein, et donc un dominant émerge, il arrive à imposer son diktat sur tous les autres, et en plus, ils ont plus de violence, plus de... ils sont plus... Leur violence est plus criminelle, en somme. La violence à l'extrême gauche est plutôt... ce sont des bagarreurs, des forts en gueule, voilà, des gens comme ça qui ont une... mais il n'y a pas la méchanceté qui est favorable pour s'imposer par la peur. Et c'est pourquoi des groupes, voilà, dans les systèmes mafieux, un groupe peut arriver à terroriser toute une mafia peut terroriser toute une région, tout un département, tout un coin, tout un pays quasiment. Parce qu'ils sont organisés en meute et parce qu'ils ont plus de violence, plus de cruauté, plus de méchanceté, plus de capacité à impressionner l'adversaire. Voilà. Et c'est pourquoi, par exemple, à Marseille, quand il y avait des mouvements syndicaux, une poignée de voyous arrivait à faire peur à des milliers de syndicalistes et voilà, de gens de manifestants. Donc, il y a ce mécanisme-là. Et alors, ça part d'une bonne intention, hein, mais on peut comprendre pourquoi les mouvements de gauche, même quand ils arrivent au pouvoir, il n'y a pas que ça, mais quand ils arrivent au pouvoir, d'abord, ils sont démunis parce qu'ils ne comprennent pas pourquoi ils sont là, ils n'ont pas complètement intégré le sens le temps qu'il intègre, voilà, ils peuvent être écartés du pouvoir rapidement. Et lorsqu'ils sont attaqués, comme ce fut le cas par exemple lorsque dans les années 30 la gauche est arrivée au pouvoir, ils ont été vraiment... Ils ont réussi à faire des prouesses, hein, ils ont accordé des choses incroyables aux travailleurs, mais ils n'ont pas supporté la violence qui venait de l'autre côté pour les faire tomber. Et voilà. Et en plus, il y a
un système qui peut être, pour ce qui est des mouvements de gauche qu'on a connus, nous, et qui ont pris le pouvoir, ils n'ont pas appliqué une politique de gauche. Pourquoi ? Alors, simplement parce qu'ils étaient soumis, ils se sont soumis au système ultralibéral qui s'imposait déjà à l'époque de Mitterrand. La puissance qui s'est imposée, c'était celle de Thatcher en Angleterre, Reagan en Amérique, etc. Et c'est eux qui ont emporté la mise sur un système qui voulait, voilà, un peuple qui réclamait, c'était pas pour rien, qui réclamait des avancées sociales, du social, etc. Et en fait, ça s'est pas réalisé. Et à partir de là, il y a une question de faiblesse. C'est vraiment curieux. On me dirait que la gauche est bonne à la limite quand elle est en opposition, quand elle est dans l'opposition, quand elle arrive à faire une opposition constructive, mais qu'arriver au pouvoir, c'est un problème. Et donc là, pour rassembler des socialistes, des communistes, des anarchistes, etc., c'est impossible. Et ça a été impossible en Allemagne à l'époque du nazisme. Et ils étaient tellement en combat les uns contre les autres dans la gauche qu'en fait, ils se sont fait complètement ravagés par une poignée de types. En fait, ils n'étaient pas nombreux, hein, l'extrême droite. Voilà. Donc c'est mon explication, ça vaut ce que ça vaut, voilà, c'est juste une explication comme ça. Je reprends la lecture. Et c'était l'admirable, le victorieux spectacle que Luc avait sans cesse sous les yeux, la cité du bonheur dont les toitures aux couleurs vives, parmi les arbres, se déroulaient devant la fenêtre. La marche en avant que la première génération imbue des antiques erreurs, gâtée par le milieu inique, avait si douloureusement commencé, au milieu de tant d'obstacles, de tant de haine encore, les générations nouvelles, instruites, refaites par les écoles, par les ateliers, la poursuivaient d'un pas allègre, atteignant les horizons déclarés, jadis chimériques. Grâce au continuel devenir, les enfants des enfants, semblaient avoir d'autres cœurs et d'autres cerveaux, et la fraternité leur devenait facile, dans une société où le bonheur de chacun était pratiquement fait du bonheur de tous. Et bien voilà, là je vous renvoie à la lecture, à l'écoute de la vidéo précédente, où justement j'essaie de démontrer que les cerveaux sont malléables dans l'humanité et on s'adapte à l'évolution. À l'époque de la révolution bolchevique, les hommes n'étaient pas... l'humanité n'était pas encore apte au collectivisme, à la fin de la propriété, etc., etc. C'était quelque chose qui était difficilement supportable parce que l'homme n'avait pas encore l'esprit adapté à cette chose. Ça a été trop précipité, trop violent, trop... Voilà. Et donc, d'où l'échec du communisme. Il n'y a pas que ça, hein, mais c'est une des raisons. Mais dans l'avenir, peut-être il faudra encore 100 ans, 200 ans, 300 ans, peu importe. L'humanité a le temps. Le cerveau humain pourra accepter cette idée de fraternité, etc. Pour l'instant, elle ne peut pas, on n'en est pas encore là. On a besoin encore de nos pulsions, de la violence, des haines, etc., de la guerre, tout ça, pour évoluer. Mais un jour, ça sera facile, l'humanité le réclamera, tout simplement. Il sera temps pour l'humanité de pouvoir vivre dans ce type de choses. Et c'est ce qui me fait dire que l'humanité va vers son ultime perfection. Avec le commerce, le vol avait disparu. Avec l'argent, toutes les cupidités criminelles s'en étaient allées. L'héritage n'existait plus. Il ne naissait plus d'oisifs privilégiés. On ne s'égorgeait plus autour des testaments. À quoi bon se haïr, s'envier,
chercher à s'emparer du bien d'autrui par la ruse ou la force, puisque la fortune publique appartenait à tous, chacun naissant, vivant et mourant, aussi fortuné que le voisin. Voilà, c'est logique de penser que c'est une solution, en fait. Ou celle-ci, ou le fait que que tout appartienne à tout le monde. Voilà. Alors, mais encore faut-il que l'esprit humain ait réussi à décompresser son côté prédateur, son côté de dominant, etc., dominant subordonné. Parce que, par exemple, à l'époque du collectivisme russe, il y avait des voyous, il y avait il y avait des criminels, il y avait des malfaiteurs, il y avait des voleurs, etc. Donc, c'est pas suffisant de l'imposer comme ça. On peut pas l'imposer en définitive. Ça apparaîtra quand la fraternité, quand l'ensemble des êtres humains aura été éduqué, baignera dans un système où ces pulsions transgressantes auront disparu. Voilà, c'est tout simple. Le crime devenait vide de sens, stupide, tout l'appareil sauvage de répression et de châtiment institué pour protéger le vol des quelques riches contre la révolte de l'immense foule des misérables avait croulé comme inutile les gendarmeries, les tribunaux, les prisons. Voilà, alors on voit quand même son esprit critique envers l'égoïsme des dominants de l'époque. Et voilà, je le retrouve dans ma propre façon de voir les choses. Au fond, c'est injuste parce que c'est comme ça et tout le monde est victime de ça. Et le dominant, il est aussi victime de la façon dont il a été éduqué, pourquoi il en est arrivé là, etc. etc. Donc il n'y aurait normalement que la tolérance qui permettrait de comprendre réellement l'humanité, la bienveillance, la tolérance, l'amour du prochain. C'est ce que je ressens au fond du cœur, mais le sentiment de vouloir faire évoluer les choses oblige les écorchés, les épidermiques, les ultrasensibles à critiquer, à se révolter, à vouloir bouger les choses, l'humanité, pour faire progresser notre société, la société humaine. Il fallait vivre au milieu de ce peuple ignorant l'atrocité des guerres, obéissant à l'unique loi du travail, dans une solidarité faite simplement de raisons et d'intérêts personnels, bien entendu, pour comprendre à quel point les prétendues utopies du bonheur universel devenaient possibles avec un peuple sauvé des monstrueux mensonges religieux, instruit enfin, sachant la vérité, voulant la justice. Bon, peut-être que son rapport au religieux n'était pas si... je me suis un peu trompé, je pense. Il avait peut-être quelque chose contre l'Église de l'époque, qui se rangeait effectivement du côté des dominants. Pour beaucoup. C'était pas une généralité, hein, c'est comme toutes les choses. Mais bon, voilà, c'est intéressant de voir ça. Depuis que les passions, au lieu d'être... Alors donc, on voit qu'il a vraiment un attrait très fort avec Fourier, parce que Fourier parle de ça, de conserver les passions positives pour faire évoluer l'humanité. Voilà. Donc on retrouve vraiment la pensée de Fourier dans ce travail de Zola. Depuis que les passions, au lieu d'être combattues, étouffées, se trouvaient cultivées
au contraire, comme les forces mêmes de la vie, elles perdaient leur âcreté de crime. Elles devenaient des vertus sociales, des floraisons continues d'énergie individuelle. Le bonheur légitime était dans le développement, dans l'éducation des 5 sens et du sens d'amour. Car tout l'homme devait jouir, se satisfaire sans hypocrisie au plein soleil. Mais bien sûr c'était d'une bonté de souhaiter ça à chaque être humain. Et c'est pour ça que y a eu les vacances, les congés payés, voilà. C'était ce type d'idée que portaient justement les socialistes des années 30, les Léon Blum, voilà, qui voulaient le bonheur du peuple en fait. Mais malheureusement, ça paraît incroyable qu'ils n'arrivent pas à se fédérer, à avoir une vision. En fait, c'est l'ego qui domine les mouvements de gauche et c'est le narcissisme qui domine les mouvements de droite. Le narcissisme, voilà, je schématise, hein, le narcissisme, permet de se fédérer derrière un dominant, le plus dur. L'égocentrisme fait qu'on se fédère derrière des théories, on fait des élections primaires, etc. Mais après, les égos se remettent en route, malgré qu'il y en ait un qui est émergé, et les autres lui tirent dessus, regrette qu'il ait vaincu, regrette de ne pas avoir gagné, qu'il ait vaincu les autres, regrette que ça ne soit pas eux, que ça ne soit pas lui qui soit le dominant, etc. Enfin, il y a quelque chose qui ne... En théorie, c'est très bien, parce que c'est beaucoup plus progressiste, c'est plus en avance le fait de faire des élections primaires, par exemple, c'est bien plus en avance, mais c'est moins efficace. Parce qu'en fait, derrière, il reste ces pulsions humaines qui sont là. Ça serait valable pour des saints, quoi, qui, d'accord, on fait des élections primaires, il y en a un qui émerge et tout le monde accepte, vient derrière, oublie qu'il a, etc. Et puis oublie toutes les velléités qu'il a contre celui qui a émergé, etc. Et encore faut-il que celui qui émerge ne le fasse pas par force, ne contraigne pas les autres à voter pour lui, parce que c'est pareil, c'est exactement le même principe. Donc, il y a quelque chose qui fonctionne pas à ce niveau-là. Donc, je me souviens plus où je suis arrivé, et la cité heureuse s'était ainsi réalisée dans la religion de la vie. Donc, je ne sais pas, plein soleil. Le long effort de l'humanité en lutte aboutissait à la libre expansion de l'individu, à une société de satisfaction complète. L'homme étant tout, l'homme est vivant toute la vie. Et la cité heureuse s'était ainsi réalisée dans la religion de la vie, la religion de l'humanité, enfin libérée des dogmes, trouvant en elle-même sa raison d'être, sa fin, sa joie et sa gloire. Voilà. Je vais arrêter là pour cette là, oui, il y aura quelques jours de travail encore sur ce texte. Oui, on va arrêter là. Voilà, je vous remercie pour cette lecture. Et voilà, hein, c'est un point de vue parmi tant d'autres. J'essaie d'expliquer, de comprendre les logiques de certaines choses. Je n'ai pas vraiment de préférence maintenant, je pense. Je ne me sens pas avec des préférences. Je vois à quel point chaque côté a ses qualités très importantes
pour l'évolution de l'humanité et que nous sommes, qu'elles sont toutes, que chaque mouvement est une partie d'un puzzle qui fait que, voilà, qui fait évoluer l'humanité. Donc c'est comme ça que ça doit se passer. Voilà, il y avait un côté, à l'époque, au 19e siècle, au 20e siècle, il y avait d'un côté le capitalisme, de l'autre le socialisme, et ces deux forces se sont battues pendant un siècle quasiment. Le capitalisme a gagné, c'est devenu le néolibéralisme. Voilà, il avait son sens. Il est extrêmement critiquable. On peut avoir hâte qu'il passe à autre chose. Euh, mais voilà, s'il résiste, il est en train de soulever très certainement un mouvement opposé. Voilà, peut-être d'abord un mouvement encore plus extrême dans son camp. Peu importe. En tout cas, ce que l'humanité fait, c'est ce qu'elle doit faire. C'est ce qu'elle ne peut pas ne pas faire. Voilà. Comme l'humanité, selon beaucoup de scientifiques, ne pouvait pas ne pas apparaître, eh bien, c'est la même chose avec le monde tel qu'il va. Ce qu'il se passe ne pouvait pas ne pas apparaître. Voilà. Alors après, pour chacun est libre de critiquer, de s'opposer, d'acquiescer à ce qui se passe, voilà, de se ranger en fonction de ses propres convictions. Voilà. Bon, c'est très politique là, mais bon, je pense que de toute manière, cet ouvrage, l'Utopie, m'a poussé un petit peu à réfléchir politiquement à tout ça. Et puis, le moment est un peu intense, hein. On est à tous les niveaux. Là, politiquement, l'Europe est en train de se durcir. Le monde est en train de se durcir. Les dominants sont en train de se tester, voilà, de se pousser, etc. On sent une sorte de danger. On sent qu'on avance vers quelque chose d'un peu curieux, d'un peu difficile à vivre. Et donc, ça oblige à penser en termes politiques au sens grec du terme. Voilà. Donc, je suis désolé, mais je suis vulnérable à tout ça et donc je l'exprime. Voilà. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez et à critiquer ma façon de penser si ça vous paraît juste. Et moi, ça me permet aussi d'évoluer en fonction. Hein. Merci et passez une bonne fin d'après-midi. Au revoir.